Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de magie et surtout de physique. Et on va voir que finalement, malgré les apparences, la magie et la physique, c'est pas, 2 domaines complètement distincts et des fois, il y a des choses qui peuvent paraître magiques et finalement, en fait, ce sont des choses qui sont complètement physiques. Donc on va parler notamment alors, je présentais un peu la méthode. Donc finalement finalement dans un Voilà, dans un film, on peut trouver un phénomène fictif. Donc là, par exemple, je vais prendre, le 1er exemple qu'on va voir dans la conférence, donc la cape d'invisibilité dans Harry Potter et puis, on va essayer de voir si, est-ce que c'est inspiré d'un phénomène réel de la physique? Donc regardez justement dans ce qui se fait au niveau, la physique, que j'ai qualifiée de réelle, sous-entendu qui n'est pas imaginé, je veux le dire comme ça et en fait, on va essayer justement de comprendre ce qui se passe dans la physique. Quels sont les phénomènes en jeu et comment ça marche? On va essayer de voir si on a vraiment compris, donc éventuellement, il y aura des nouvelles questions qui vont arriver au fil du temps, il y aura peut-être des cheminements un peu plus longs et comparer, si le phénomène fictif finalement, est-ce que c'est pas un peu de la physique ou pas? Et voir, que finalement des fois, ça coïncide. Alors, du coup, on va passer un petit moment sur la cape d'invisibilité et les métamatériaux, c'est un petit peu l'entrée de la conférence et après on va surtout parler de la voie 9 3/4. Donc, on va parler de radioactivité et notamment du microscope à effet tunnel et des ports USB. Alors vu comme ça n'a strictement rien à voir ensemble et pourtant tout est lié. Donc, heu, on est parti pour la cape d'invisibilité et ce qu'on appelle les métamatériaux. Alors, la cape d'invisibilité, hem, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? En fait, donc on la voit je crois alors c'est dans le premier tome d'Harry Potter, on voit justement qu'il reçoit une cape d'invisibilité, c'est une des 3 reliques de la mort donc et justement on a enfin dans le premier en tout cas dans le premier tome, elle sert pas mal à Harry on va dire pour, se dépêtrer de situations, pas terribles et on la revoit notamment dans le dernier tome, dans le tome 7. Et on pourrait se dire, l'invisibilité, c'est quand même un rêve, on va dire, c'est quand même quelque chose qui fait rêver et on peut se demander, est-ce que c'est possible de fabriquer une telle cape? Eh ben, oui, mais c'est pas aussi simple. Donc déjà pour, un peu introduire les choses, on va déjà parler de ce que c'est la lumière. Parce qu'en donc il faut savoir qu'en physique, donc pour ne pas être vu, en fait, finalement, c'est une histoire il faut déjà que la lumière ne nous voit pas. Je vais le dire comme ça. Donc par exemple, vous êtes dans une pièce complètement noire, on ne vous voit pas parce qu'il y a pas de lumière donc on n'est pas comme, par exemple, les chats qui ont pas besoin de beaucoup de lumière pour voir, on a besoin d'un minimum de lumière pour voir les objets et donc en fait, en physique, la lumière a été source de beaucoup on va dire, de débats et on va s'attarder sur un aspect l'aspect qu'on appelle ondulatoire. Donc une onde, c'est un phénomène physique courant, donc on peut caractériser par une fréquence et une longueur d'onde. Donc par exemple, là, vous m'entendez, donc je suis en train d'émettre des ondes sonores, donc après qui passent par un système, voilà, par les ondes Wi-Fi et cetera. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui est vraiment, présent partout et donc on peut considérer la lumière comme faisant partie de ces ondes et plus précisément comme une onde électromagnétique. Alors je ne vais pas aller en détail sur le concept d'onde électromagnétique, ça nous servira peut-être un peu plus tard. Et donc j'ai représenté sur la slide 6, donc comme vous pouvez le voir, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique ou le spectre des ondes électromagnétiques. Et il faut savoir que, par exemple, le Wi-Fi, on ne le voit pas. On voit pas des ondes qui traversent, connexion internet. On ne voit finalement qu'une très, très petite partie du spectre électromagnétique. Donc on voit j'ai donné, à titre indicatif les longueurs d'onde, donc on voit de 400 nanomètres
tire sur le violet, à 800 nanomètres qui tire sur le rouge. Bien sûr, donc du coup, derrière, on a, donc avant le violet, on a une zone qu'on a appelée les ultraviolets. Avant, on a une zone donc qu'on appelle les rayons X. Encore avant, les rayons gamma. Et si on va de l'autre côté du spectre, on va avoir donc hier, donc entre 1 micromètre et 1 millimètre, donc les infrarouges, puis les micro-ondes, puis les ondes radio. Donc ils portent bien leur nom, hein, parce que, bah, par exemple, les ondes radio sont vraiment les ondes donc qui permettent de véhiculer, par exemple, la radio. Donc alors vous allez me dire: «Bah, pourquoi tu dis tout ça?» Bah, c'est justement ça va être important pour derrière savoir comment notre cape d'invisibilité, on peut la faire marcher. Donc pour l'instant, on sait que la lumière est une onde, tout va bien. Et du coup, je parlais de ce qu'on appelle alors l'indice optique. Alors ça, c'est une expérience que vous pouvez faire, chez vous, qui ne demande pas beaucoup d'outils. Peut-être que vous l'avez déjà faite. Donc si vous mettez une paille dans l'eau, en fait, la paille, vous pouvez la voir et finalement, vous allez pas voir que la paille va être très droite. Vous allez avoir l'impression que la paille s'est cassée quelque part. Et ben, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction. Alors ce phénomène-là, en fait, il est déterminé par ce qu'on appelle l'indice optique ou l'indice de réfraction, qu'on va noter petit n, et il permet de décrire le comportement de la lumière dans un matériau. Donc bah, typiquement, la lumière va pas se comporter de la même manière dans l'air que dans l'eau, parce que ben, dans l'air, il faut imaginer on a quand même moins de molécules que dans l'eau liquide, et donc ben, finalement, la lumière pour se propager, elle va un peu plus galérer, elle va pas être tout à fait, c'est un peu plus compliqué pour elle. Donc l'objet, ce qu'on voit, en fait, finalement, on voit un objet qui va être plié, et donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction. Donc bah, ça, on pourrait se dire, «Ouais, mais du coup, la lumière, peut-être que finalement, on pourrait se servir de ça». Donc arriver à un certain stade de réfraction pour plier tellement que finalement, les ondes lumineuses, ben, on les dévierait de l'objet et on verrait plus du tout l'objet finalement. Donc c'est vraiment l'idée de la cape d'invisibilité, c'est, ben, finalement, de servir du fait que, ben, c'est grâce à la lumière qu'on voit les objets que, ben, finalement, on peut très bien se servir de ça pour justement ne pas voir les objets. J'ai aussi parlé donc on pourrait très bien penser aussi à ce qu'on appelle un objet qui ferait pas du tout dévier les ondes lumineuses. Donc bah, typiquement, si vous prenez un carreau, une vitre, si elle est super, super, super propre, ben, vous allez avoir l'impression qu'il y a pas de vitre. Bah, c'est typiquement ça. Là, l'objet, va ne on va dire, va donner l'impression de ne pas du tout dévier les ondes lumineuses. On va avoir ce qu'on appelle un phénomène de transparence. Donc du coup, ben, allons, vers la cape d'invisibilité. Et donc en fait, alors la cape d'invisibilité, donc on parle d'un indice optique négatif, puisque du coup, donc on va avoir une déviation complète de la lumière. Et l'idée, donc, elle est de John Pendry, donc le monsieur qu'on voit à gauche en bas. Et donc lui, ben, il a décidé de justement, lui, il a établi une équation qui permet de faire un peu ce qu'on veut en fait finalement avec les matériaux. Et en fait, le but, bah, c'est de faire des matériaux qui vont faire que justement cette lumière va être déviée. Donc, ben, du coup, dans le visible, c'est un peu compliqué parce que, bah, justement, faire dévier les lumières, ça va dépendre de la longueur d'onde. Donc c'est par rapport à ce que j'ai présenté. Donc, hop, je vais revenir juste un peu en arrière. Donc c'est par rapport à ce que j'ai présenté ici. Donc, on a vraiment, pas le même comportement si on a ce qu'on appelle des ondes comme les rayons X ou les UV, ou si on a des ondes qui sont dans le domaine du visible, dans ce qu'on peut voir. Et donc la technologie est pas forcément au point pour les ondes du visible, mais par contre, elle marche pour les micro-ondes notamment. Et donc ce qu'on voit, en bas à droite, donc c'est un prototype du CNRS, et donc je vais expliquer un peu plus en détail pourquoi ça a cette forme et justement à quoi ça pourrait servir d'avoir, ben, finalement une cape d'invisibilité, mais qui ne rendrait pas invisible des choses qu'on voit, donc c'est un peu bizarre finalement.
Et donc comme je l'ai dit, alors les ondes, c'est pas seulement ce qu'on voit. Comme on l'a vu, il y a énormément d'ondes qu'on ne voit pas et notamment, on a pensé à utiliser cette technique-là pour protéger ça peut être pour protéger certaines zones côtières de l'érosion, comme je l'ai écrit, des installations maritimes, par exemple, mais aussi dans le cas de séisme. Parce que, ben, finalement, on pourrait se dire: «Bah, la lumière, c'est une onde, bah, les ondes, donc les séismes sont soumis aux ondes sismiques». Mais si on pouvait, faire pour qu'un bâtiment ne reçoive enfin, il y ait des ondes sismiques, que ce bâtiment-là soit protégé, qu'il ne reçoive aucune onde sismique, mais ça serait super parce que du coup, ben, il serait protégé. Et donc c'est un peu ce qu'on voit donc sur l'image, donc l'image du dia de la diapositive, donc en couleur, l'image en haut à gauche. Donc on voit alors c'est pas très, très clair, hein, mais donc tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur du cercle, on voit qu'il est enfin il y a vraiment pas de bleu ou de rouge, il y a aucune couleur, c'est presque uni et en fait c'est cette zone-là, c'est là où le bâtiment serait et tout le tour, donc c'est donc la forme particulière, c'est vraiment de fait pour parce que c'est pas si facile que ça, hein, de faire dévier la lumière. Ou de faire dévier les ondes de manière globale et du coup, ben, c'est pour ça qu'on a une forme un peu spéciale et cette forme-là, justement, elle est faite pour dévier ces ondes. Donc voilà. Donc là, c'était un exemple, on va dire, un peu pour présenter un peu la méthode. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur de la conférence, donc qui est davantage sur ce qu'on appelle l'effet tunnel et donc ben, on va voir finalement comment traverser la voie 9 3/4. Alors la voie 9 3/4, c'est un peu comme la cape d'invisibilité, c'est quelque chose qui est très, très emblématique dans Harry Potter. Donc, bah, finalement, c'est la voie, qui va mener au Poudlard Express, qui est le train qui conduit les élèves vers Poudlard en début d'année, qui les ramène chez eux en fin d'année. Et on voit, dans une scène notamment du film, bah, où justement, Harry dit: «Mais c'est pas possible, il y a une voie 9, il y a une voie 10, mais il y a pas de voie 9 3/4. Enfin, c'est pas possible de traverser un mur». Ben, sauf que en fait, eh bah, ce serait peut-être possible quand même. Mais encore une fois, il y a toujours une petite astuce derrière et c'est un peu ce qu'on va voir. Donc on va faire, alors on va partir, ça va paraître peut-être un peu décousu, mais tout va avoir un lien. Tout va être lié au bout d'un moment, voilà. Donc vous inquiétez pas si des fois vous avez l'impression qu'on perd un peu, le film et on ne le perd pas du tout. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Je parlais de la physique, ce qu'on appelle la physique classique, donc ce qui n'est pas de la physique quantique. Donc selon les personnes, je pense que c'est en troisième qu'on voit ça, mais on apprend que, ben, l'énergie mécanique, donc ce que j'ai noté EM, c'est une donc on a une conservation de l'énergie mécanique, si on ne considère pas les frottements, qui est la somme, pour un système relativement simple, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc ce que j'ai noté EC et EP. Donc ici, c'est vraiment pour illustrer, faut imaginer, par exemple, on va prendre une balle, on va la mettre dans un puits et puis il faut imaginer que, bah, la balle va rouler, elle va rouler. Donc avec le frottement, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Mais si les frottements n'existaient pas, on pourrait imaginer, bah, qu'elle va comme un pendule finalement. Elle serait toujours en train de rouler, de rouler et on pourrait se dire, ben: «Est-ce que c'est possible que cette balle-là, elle puisse, sortir justement de ce puits?» Bah, en physique classique, ça va être très, très compliqué si on n'apporte pas d'énergie, donc bah, de justement casser finalement, de pouvoir, dépasser donc la limite. Donc par exemple, si je vois là donc j'ai tracé, par exemple l'énergie qu'il faudrait atteindre, je peux l'appeler EM0. Si on veut aller au-dessus de ça, il va falloir donner de l'énergie et en physique classique, bah, à moins de donner de l'énergie, sinon c'est pas possible. Vous pouvez pas, laisser une balle, et puis espérer qu'un jour, comme par magie, elle s'en aille, surtout si vous donnez aucune énergie. On peut voir aussi ça d'une autre manière. On pourrait imaginer
et donc on pourrait très bien voir alors je vais prendre une autre analogie, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Vous prenez une balle, que vous voulez, une balle de tennis admettons. Prenez une boîte de chaussures et puis il faut imaginer la balle de tennis qui va faire des allers-retours, et puis elle y va, mais toujours à la même vitesse, hein, elle essaye, elle essaye, elle essaye. Si vous laissez le système comme ça et qu'il y a pas de frottement, ben, je pense que la balle ne sortira en physique classique, c'est impossible que cette balle-là sorte de sa boîte. En physique quantique, ça va être un peu différent. Alors la physique quantique, c'est une physique, qui a, chamboulé énormément de choses. Donc c'est quelque chose qui est très, très récent finalement, donc à la fin du 19e siècle, donc c'est enfin c'est vraiment une physique qui est apparue et qui a vraiment, chamboulé beaucoup de choses. Donc on peut voir tout ce qui nous entoure de 2 manières. Alors on a ce qu'on appelle la matière et ce qu'on va appeler des ensembles de particules matérielles. Donc ben, typiquement, on pourrait imaginer ça, comme quelque chose, comme soit une boule ou un point parfois, on imagine aussi ça par un point. Donc quelque chose qui est caractérisé par ce qu'on appelle une extension spatiale, ça veut dire vous pouvez prendre votre petit mètre et puis mesurer en fait. Vous allez avoir quelque chose vraiment qu'on pourrait appeler une petite boule et vous allez pouvoir mesurer la position, bah, ma boule elle est là et sa vitesse. Bah, ma boule, par exemple, elle va à 3 km/h ou elle va à 0. Ça, il y a pas de souci, donc ça marche aussi pour les planètes. C'est quelque chose c'est on va dire là, historiquement, donc c'est vraiment ce qui nous entoure et c'est ce qui est régi par ce qu'on appelle les lois de Newton. Donc ça allait à peu près. Et comme je l'ai dit en début de conférence, bah, il y a eu la lumière et la lumière, c'est un peu compliqué quand même parce que, bah, on voit pas de grains de lumière, je vais le dire comme ça. Heu, c'est voilà, mais elle existe la lumière. Les ondes sonores, c'est pareil, c'est c'est pas du tout la même chose que la matière. Et donc c'est ce qui est décrit par ce qu'on appelle les phénomènes ondulatoires. Donc il y a notamment les ondes de nature électromagnétique donc la lumière dont j'ai parlé un peu plus tôt et les ondes, on les caractérise notamment par le fait qu'elles se propagent, donc elles ont une propagation et par des observations, de phénomènes comme l'interférence ou la diffraction. Donc ben, typiquement, si alors, ça vous est peut-être arrivé, si vous regardez par exemple, des lampadaires la nuit, vous allez pas voir un point et vous allez avoir un point, une espèce de bruit un peu spécial autour. Donc ça peut être par exemple un phénomène de diffraction. On va avoir un peu juste après un exemple d'interférence. Donc c'est vraiment ce qui caractérise des ondes. Et donc une onde, on parle d'onde électromagnétique parce qu'en fait c'est une onde, donc il y a 2 facettes au niveau de son fonctionnement, donc qui sont, le champ magnétique et le champ électrique. Et ces ondes-là, elles sont régies par, monsieur Maxwell dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bien, donc voilà. Donc ces équations-là, elles sont assez récentes, donc elles datent de la fin du 19e. Sauf que, ben, en fait, on s'est rendu compte alors, historiquement, ça a posé des soucis, donc je ne veux pas rentrer dans les détails de l'histoire de la physique quantique. Mais en tout cas, on a observé quelque chose, d'assez, on va dire, inattendu. Alors il faut imaginer on a essayé de faire, heu, on a pu faire des interférences, donc c'est ce qu'on voit en fait. Alors là, cette expérience-là, donc il faut imaginer en fait qu'on envoie des électrons par 2 fentes et bah, au début, il faut imaginer, hein, de manière plus globale, ben, finalement, vous prenez des bouts de peinture, vous mettez 2 fentes et vous les envoyez toujours du même endroit, puis une fois à gauche, une fois à droite. Vous allez voir que, bah, finalement, normalement, si, ça se passe plutôt bien, vous n'allez pas avoir quelque chose d'organisé. Il y a pas de raison que, donc là, pour l'expérience, que l'électron, il y a pas de raison que l'électron, il aille, dans une direction ou dans une autre. Donc, pour reprendre ce que je disais précédemment, l'électron,
on voyait ça comme une particule, donc comme quelque chose comme un point, comme quelque chose qui se déplace et qui a pas du tout de comportement d'onde. Et en fait, bah, on se rend compte que si on balance plein, plein, plein d'électrons, on va finir par observer ce qu'on appelle une figure d'interférence. Et les interférences, c'est vraiment quelque chose qui caractérise les ondes. Et donc finalement, l'électron, c'est à la fois une particule, quelque part, et à la fois une onde. Alors c'est pas tout à fait vrai de dire ça, mais c'est finalement, on va dire que l'électron a un comportement de particule et un comportement ondulatoire. Et c'est ce qui fait, donc il y a eu déjà une conférence qui a été faite sur le sujet, heu, et c'est ce qui fait que, ben, finalement, heu, c'est si étrange la physique quantique. C'est parce qu'on a justement des comportements comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a toujours pensé que, ben, voilà, une particule, c'est une particule, c'est une boule, elle bouge, voilà, vous lancez quelque chose, ça bouge et puis point, et puis il y a des ondes d'un côté et il y a les particules de l'autre et c'est très bien comme ça. Alors qu'en fait pas du tout, c'est vraiment des comportements et on va dire, bah, les électrons qui à la base étaient pressentis comme étant des particules vont finalement avoir des comportements ondulatoires et la lumière qui donc j'ai dit c'était une onde, bah, finalement va avoir des comportements de particules. Donc c'est un peu ça va un peu chambouler beaucoup de choses au niveau des physiciens, la vision en tout cas de ce qu'on a de la physique. Et vous allez me dire: «Ah d'accord, OK, mais par rapport à la voie 9 3/4, on est loin». Bah, pas tant que ça finalement. Parce que dans tout ça, il y a ce qu'on appelle un des 2 gros effets fondamentaux de cette physique quantique, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et c'est de cet effet-là qu'on va parler donc c'est un effet qui permet de traverser les murs que j'ai mis entre guillemets et qui a été découvert donc par, Georges Gamow, donc le monsieur qu'on voit en bas à gauche, en 1926 pour expliquer la radioactivité alpha. Donc l'effet tunnel est vraiment partout. Alors, dit comme ça fait bizarre, mais il est vraiment, vraiment partout et c'est un effet très, très important en physique quantique. C'est peut-être un des effets les plus importants, en tout cas, il est fondamental. L'autre, bon, l'effet de confinement, c'est un autre effet encore de la physique quantique. Donc, ben, du coup, on va d'abord s'attarder sur ce que c'est la radioactivité alpha. Que, ben, voilà, quel est le rapport avec l'effet tunnel et après, ben, petit à petit, on va se rendre compte que finalement, la radioactivité alpha était pas très comprise et l'effet tunnel va arriver derrière. Donc du coup, pour comprendre ce que c'est la radioactivité alpha, on va faire un petit point sur sur ce que sont les atomes. Donc, on va partir de l'eau. Donc, on a ce qu'on appelle les molécules d'eau. Et une molécule d'eau va être composée ce qu'on a, donc, d'éléments qu'on pensait insécables, d'atomes. Donc, A qui est le préfixe privatif et tome qui vient du grec temnem scindé. Donc, initialement, enfin, historiquement en tout cas, on pensait que l'atome c'était vraiment la plus petite, la petite brique finalement élémentaire qui faisait bah, toute la matière, tout ce qui nous entoure. On sait maintenant que c'est pas le cas, mais c'est resté pendant très, très longtemps, en tout cas au niveau de la physique, comme étant, la brique élémentaire de la physique. Et donc un atome, c'est composé donc de nucléons, donc c'est un peu représenté par le modèle, donc il y a un modèle, relativement vieux, hein, qui est un modèle, on va dire correct, mais approximatif, hein. Ça se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est vraiment une vue de l'esprit. Et donc cet atome, donc il est composé de nucléons, donc on va noter le nombre de nucléons grand A. Et ces nucléons, bah, il y a 2 types de nucléons. Il y a les protons d'un côté qui ont une charge positive et les neutrons de l'autre côté qui n'ont pas de charge. Et alors, comme la matière est neutre, ça veut dire, bah, si vous touchez votre table, vous n'allez pas, vous allez pas recevoir de courant. Du coup, on a autour de cet ensemble de protons et neutrons, donc qui sont représentés par les boules rouges et bleues, on va avoir des électrons qui vont graviter autour, qui sont de charge négative. Et on a choisi de caractériser chaque atome, chaque élément, par son nombre de protons. Et alors tous ces éléments-là, ben, on aime bien classer en physique, en chimie, hein, et donc du coup, ben, on les a, classés dans la classification périodique des éléments,
le tableau, dans tous les labos de physique-chimie, depuis des années. Et donc en fait, bah, ce tableau-là va répertorier donc tous les éléments chimiques. Donc on va dire, bah, voilà, alors par exemple, cet élément-là, il comporte un proton. Bon, bah, c'est l'hydrogène. S'il y a 2 protons, c'est l'hélium. S'il y a 3 protons, c'est le lithium, et cetera, et cetera. Et donc comme ça, on a pu avoir donc le tableau périodique des éléments chimiques. Dire jusque-là, ça va à peu près. Sauf que ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué que ça puisqu'en fait, alors, en physique, donc il y a plusieurs interactions fondamentales et il y a notamment, donc il y a une force en tout cas, qui est ce qu'on appelle l'interaction coulombienne. Alors l'interaction coulombienne, j'ai écrit la formule pour, voilà. C'est une interaction, donc si vous prenez une charge positive et une charge négative, avec cette interaction-là, elles vont s'attirer. C'est un peu comme la gravité finalement, c'est une force qui ressemble beaucoup à la gravité au niveau de sa formulation, ce qui est normal puisque Coulomb l'a, qui l'a trouvé s'est inspiré de Newton qui avait trouvé l'interaction gravitationnelle et c'est vraiment alors tout comme finalement la Terre, nous attire sur, sur elle grâce à la gravité, ici, bah, c'est exactement le même type d'interaction, sauf que, si vous avez 2 charges positives, elles vont pas s'attirer par contre, elles vont se repousser. Si vous avez 2 charges négatives, pareil, elles vont se repousser. Par contre, si on va avoir une positive, une négative ou une négative, une positive, donc 2 charges différentes, là, on va avoir de l'attraction. Mais du coup, donc cette force existe, voilà et du coup, si on revient un petit peu avant et qu'on regarde notre atome, on pourrait se dire: «Mais attends, il y a des protons de charge positive, donc normalement les protons, ensemble, ils devraient pas tenir, ils devraient se repousser et puis, les électrons qui tournent autour là, ils devraient peut-être être attirés par les protons finalement». Et justement, le noyau, donc les noyaux existent, hein, on est stable, justement parce qu'on a une autre interaction qu'on va appeler l'interaction forte, qui va justement coller tout ça, faire que justement, on a un équilibre entre d'un côté les attractions, répulsions de l'interaction coulombienne et l'interaction forte. Sauf que ben, c'est pas encore si simple. Par exemple, pour l'atome d'hydrogène, on pourrait se dire, il n'y a pas beaucoup de protons et de neutrons, c'est des petits atomes, donc ça va. Mais plus vous allez ajouter de protons et neutrons, plus ça va être compliqué de garder tout de manière stable. On pourrait l'imaginer en voyant, bah, en prenant des boules, puis en les collant les unes les autres. Ça va commencer à devenir compliqué, plus l'atome va être gros, plus ça va devenir compliqué. Et la radioactivité, ben, finalement, alors j'ai représenté, sur le slide ce qu'on appelle la vallée de la stabilité, parce qu'on va avoir des atomes comme ça qui vont être beaucoup plus stables que d'autres. Donc où cet équilibre-là va tenir beaucoup plus longtemps. Et bah, la radioactivité, ça va être un peu leur moyen aux atomes de finalement arriver à cette stabilité-là. Parce que, ben, sinon il y a des instabilités, l'atome il se sent pas super bien, donc bah, on va dire, il faut qu'il lâche un peu de lest. Et donc c'est ce que j'ai représenté. Donc on va avoir 3 types de radioactivité, la alpha, la bêta plus et la bêta moins, qui vont toujours essayer justement de se rapprocher de la vallée de la stabilité. Alors justement, c'est une vallée, c'est pas pour rien, c'est vraiment cette notion d'allègement et c'est pour ça on voit pas très, très bien, mais on a vraiment un creux au niveau de notre vallée et donc bah, tous les atomes veulent être un peu plus stables et donc du coup, spécialement la radioactivité alpha, donc où l'atome va vouloir digérer un petit peu, il a un peu le ventre, la peau tendue, l'atome, il a un peu trop mangé, il a envie de digérer un peu, donc il va vouloir rejeter ce qu'on appelle une particule alpha ou une particule d'hélium-4. Donc là, j'ai montré un exemple, hein, donc par exemple le radon 226, ben, donc c'est une réaction, ce qu'on appelle une réaction nucléaire, donc une réaction qui implique des atomes. Hem et donc, il va se libérer d'un atome d'hélium-4 et il va devenir du radon 222. Dire: «D'accord, voilà, on est quand même assez loin de l'effet tunnel, hein, finalement là,
le rapport, la voie 9 3/4. Alors, heu, alors c'est vrai que l'atome, il est instable, mais donc Gamow, c'est ce qu'il a supposé à l'époque, c'est que cette particule d'hélium-là, elle était finalement piégée dans son atome. Ça veut dire, faut imaginer la particule d'hélium 4, comme étant, un seul bout, puis qui dit: «Ah moi je veux partir», mais qui est quand même retenu. C'est instable, hein, donc ça tient pas super bien, mais ça tient quand même, hein. Et donc justement, c'était, comme je l'expliquais tout à l'heure avec mes exemples, de boules, tout ça qui s'en vont pas et tout enfin, voilà, ma balle de ping-pong et tout ça. Tout ça, bah, ça rentre là-dedans. C'est que finalement, classiquement, l'atome d'hélium n'a pas assez d'énergie pour partir, en fait. Même si c'est instable, il a pas assez d'énergie, il est bloqué. Sauf que, ben, du coup, l'effet tunnel va lui permettre de partir quand même. Du coup, je vais reprendre tout simplement, hein, donc on voit alors je vais un peu expliquer ce qu'on voit sur la vidéo, heu, en fait, faut imaginer notre petite molécule, hem, elle va essayer de sortir, quoi. Elle va faire comme notre balle dans notre boîte, elle va faire des allers, des retours, là elle va essayer, elle va essayer, elle va essayer, elle va essayer et en fait, l'effet tunnel nous dit, donc c'est un effet quantique, lui va nous dire: «Ah ben, finalement, il y a un moment où ça va marcher, quoi». Donc c'est un peu au niveau de la probabilité, c'est vraiment, comme un dé. Donc vous prenez un dé, vous voulez faire un 5. Vous allez lancer une fois, vous allez avoir une probabilité d'une chance un D6, hein, donc une chance sur 6, d'avoir un 5. Ça va pas forcément marcher. Et si vous le lancez, vous le lancez, vous le lancez, au bout d'un moment, ça va passer. Au bout d'un moment, vous allez avoir un 5. Et bah, là, c'est un peu la même chose avec notre particule. Au bout d'un moment, elle y va, elle tape, elle tape, elle tape. Au bout d'un moment, on parle d'effet tunnel parce que, bah, justement, elle va pas soulever, on va dire, elle va pas passer au-dessus de la barrière, mais c'est comme si que finalement, elle creusait un tunnel et paf, elle peut sortir. Et donc c'est vraiment, la barrière, c'est vraiment vu on peut vraiment voir ça comme un mur et c'est elle parce que, bah, finalement en physique classique, on penserait pas que c'est possible, mais en fait, si, donc elle a pas finalement assez d'énergie et bah, elle y arrive quand même. Donc ça, c'est dû, entre autres au fait que les particules n'ont pas forcément un comportement particulier au sens classique du terme, donc il y a un peu de dualité ondes-particules comme j'en ai parlé au début. Et en fait, donc cet effet-là, il va dépendre notamment de la masse de la partie. Donc ça va être beaucoup plus facile pour un électron qui est beaucoup plus léger, qui est, pas de bêtises, 1000 fois plus léger, que ça va être beaucoup plus facile pour lui de s'en aller et ça va dépendre aussi évidemment de la hauteur de la barrière. Donc si la barrière est épaisse, ça va être plus compliqué que si la barrière elle est fine. Et donc ben, finalement cet effet tunnel, il a des applications alors, il a énormément d'applications. Je vais m'attarder sur 3 applications. Mais il faut savoir que, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, ouais. C'est vraiment très, très, très répandu. Donc vraiment l'effet tunnel pour resituer, c'est vraiment le fait que les électrons, les particules, là où en physique classique, elles ne seraient pas capables de traverser, des barrières et ben, finalement, grâce à la physique quantique, elles vont avoir une probabilité de la franchir, ça me paraît. Et on s'est dit que finalement, ça serait peut-être bien, comme en physique on aime beaucoup, c'est utiliser des phénomènes pour, sonder encore plus la matière et essayer d'avancer et d'avoir des expériences qui nous permettent de confirmer ce qu'on sait ou de valider des hypothèses ou d'émettre des nouvelles hypothèses. Et on a notamment développé, donc c'est très, très récent, dans les années 80, la microscopie à champ proche ou ce qu'on appelle la microscopie à sonde locale. On va utiliser l'effet tunnel. Donc alors, on voit sur le schéma, donc le petit a, le schéma tout à gauche, donc le principe, on va prendre une pointe fine qu'on va mettre sur donc le cristal finalement, ce qui est appelé le cristal, donc un élément conducteur et on va envoyer des électrons qui vont en fait les électrons normalement ne devraient pas passer parce qu'il y a du vide, donc normalement les électrons, ils devraient pas passer. Sauf qu'avec l'effet tunnel, ben, ils vont passer
Plus ou moins, parce que, ben, plus c'est fin, comme j'ai dit tout à l'heure, plus il va avoir de facilité à passer, plus c'est épais, plus ça va être compliqué. Et donc du coup, bah, on va servir de ça finalement et ça va nous permettre d'avoir, ben, vraiment le relief, mais un relief très, très précis de les sur d'une surface, bah, par exemple de là, dans mon exemple, de l'antimonure d'indium, où on voit justement en relief les atomes d'antimoine. Donc ce que vous voyez en relief sur l'image B, c'est vraiment les atomes d'antimoine. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très impressionnant parce que, ben, justement, les atomes, c'est quelque chose qui est très, très petit et c'est quelque chose qu'on est incapable de voir avec de l'optique traditionnelle. Donc ça a vraiment révolutionné, l'observation et l'expérimentation. Et on peut encore faire plus fort, on peut bouger les atomes et donc du coup, c'est l'exemple donc on voit en C donc l'image tout à droite qui est, finalement, la réalisation d'un enclos d'atomes de fer, pour, justement mettre les confiner les électrons à la surface d'un échantillon de cuivre et donc on voit que, ben, finalement, avec, notre petit courant et notre petite pointe, petit microscope, ben, on peut arriver à déplacer carrément les atomes et avoir, cette belle figure qui d'ailleurs, nous rappelle un petit peu donc le côté, l'alternance blanc-noir, ça rappelle un peu les figures d'interférence qu'on a vues tout au début. Donc ça rejoint ce que je disais plus tôt, à savoir que, bah, il y a vraiment un aspect, onde et corpuscule finalement, très, 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 très ancré dans, tout ce qui nous constitue. Donc ça, on va dire, c'est l'effet, c'est quelque chose qui est bon, c'est sympa, hein, voilà, on est chercheur, on fait joujou. Mais bon, concrètement, l'effet tunnel, est-ce que c'est une application concrète? On va faire quelque chose de beaucoup plus concret, les clés USB. Donc là, c'est quelque chose d'ultra concret, hein, donc voilà. L'effet tunnel, c'est une des choses de base qui permettent d'avoir des clés USB et surtout que la mémoire reste, que les données restent, même lorsque la clé USB n'est pas alimentée en courant. Donc par exemple, c'est différent de ce qu'on appelle les mémoires RAM. Alors les mémoires RAM, si vous arrêtez, enfin si vous donnez plus de courant à la mémoire se vide. Donc alors qu'une clé USB, ben, si vous débranchez la clé et que vous la rebranchez, normalement, vous avez toujours vos données. Et donc justement, on utilise cet effet tunnel pour faire passer nos petits électrons. Donc dans un réservoir que j'ai appelé la mémoire, donc je ne vais pas détailler forcément, la technologie derrière, mais vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, notre effet tunnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon si la barrière est plus ou moins épaisse, les électrons vont plus ou moins passer. Et donc on sert un peu de ça finalement et pour emprisonner les électrons quelque part et comme ça, ben, finalement, nos électrons sont emprisonnés et c'est eux, quelque part, qui vont porter la donnée. Donc comme ça, ils sont bien au chaud, nos données sont mémorisées et ben, on peut, ben, sauvegarder énormément de choses et c'est vraiment quelque chose de fondamental en informatique, quelque chose qui a vraiment permis à l'informatique de se développer. Mais bon, après voilà, là, c'est un peu l'aspect, je vais dire, on va parler d'aspect technologique. Mais il y a un aspect donc vraiment je m'attendais pas à le voir et c'est en préparant la conférence que j'ai découvert ça et c'est très, très intéressant. C'est l'effet tunnel en biologie moléculaire. Alors pour le coup, la biologie donc bah, ça nous touche quand même, ça nous touche vraiment de près et donc en biologie, on a notamment donc des molécules donc qu'on appelle les protéines. Je vais peut-être dire des bêtises, hein, je suis pas biologiste, je m'excuse à l'avance. Donc, les protéines sont des molécules donc qui sont vraiment essentielles dans les réactions et en fait, ben, alors ce qui est fascinant avec les protéines, c'est que selon la manière dont elles sont repliées et ben, elles vont fonctionner plus ou moins bien. Ça veut dire que si elles ont un repliement qui est pas correct et ben, finalement, ces protéines-là vont pas bien marcher. Donc leur forme est vraiment importante et cette forme-là va dépendre finalement de l'interaction entre les atomes. Donc, ben, le souci, c'est que cette interaction-là, pour la voir, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué pour, pouvoir l'observer parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle l'agitation thermique, hein, donc le fait que, ben,
Là, par exemple, dans la pièce, bah, combien il fait chez vous, hein, mais chez moi, il doit faire 20 degrés environ, donc il y a des molécules qui bougent, tout ça. L'agitation thermique, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment les molécules et ben, les protéines, elles sont soumises aussi à cette agitation thermique et finalement, c'est comme si qu'on essaierait de voir des fourmis en train de bouger, mais près d'éléphants. Donc c'est super compliqué parce qu'on voudrait regarder les fourmis qui bougent et on verrait les éléphants qui bougent à côté. Donc l'idée, ça va être de figer les éléphants et pouvoir observer les fourmis. Alors pour ça, on va descendre en température, on va descendre, donc on va vraiment figer les éléphants, mais les fourmis vont toujours bouger à cause de cet effet tunnel. Donc on va toujours avoir ces petites interactions à cause de cet effet tunnel. Et donc, alors ici, l'effet tunnel, j'ai beaucoup parlé des électrons, mais l'effet tunnel, il faut savoir que ça concerne vraiment toutes les enfin, ça concerne vraiment toutes les particules, donc notamment les particules quantiques et notamment les protons. Et donc en fait, faut imaginer ce qu'on appelle des groupes méthyle et ammoniac. Donc on voit un groupe méthyle, on va prendre un atome de carbone et il va être lié à 3 atomes d'hydrogène ou ammoniac, donc on va avoir un atome d'azote qui va être relié à 3 atomes d'hydrogène aussi et justement ces groupes-là vont bouger et on va pouvoir voir donc grâce à l'effet tunnel finalement, on va pouvoir observer cette rotation-là. Et alors cette rotation-là, qui a l'air comme ça anodine, elle est très, très importante parce que justement, elle va pouvoir nous renseigner sur l'interaction entre les atomes et elle va pouvoir vraiment nous renseigner sur la biologie et sur le fonctionnement des protéines. Donc c'est aussi important en biologie moléculaire. Donc voilà. Alors avant de conclure, heu, donc une petite cytographie, donc notamment Wikipédia, la majorité des images sont de Wikipédia. Donc Tout est quantique, c'est la vidéo que j'ai montrée dans la conférence et c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'animations, c'est très, très bien fait. Enfin, je conseille si vraiment vous voulez voir de l'animation. Pour la science aussi, c'est un très bon magazine, le site de Ted Klein et Science Direct pour une revue un peu plus scientifique, un peu plus technique. Et donc, en termes de bibliographie, donc là, c'est plus, on va dire, plus des livres. Donc, il y a Mon grand mécano quantique de Julien Bobroff qui est vraiment plus un livre est vraiment agréable à lire, donc qui retrace, l'histoire un peu de la quantique, retrace pas mal de choses au niveau histoire et qui est vraiment très, très intéressant. Et après des bouquins un peu plus de cours, donc Physique de Jan Hecht, 12 leçons de mécanique quantique, de, Jean-Louis Badevant ou encore Badevant et Dalibard mécanique quantique et Physique nucléaire de Le Sec. Ce sont des bouquins, vraiment, plus universitaires. Donc alors, je me suis rendu compte que j'ai pas mis ma slide de conclusion. Donc du coup, je vais conclure. Alors, je vais conclure en repartant finalement un peu sur le diagramme du début, que j'aurais dû recopier, mais donc finalement, on a vu 2 phénomènes. On a vu un peu donc les métamatériaux et la cape d'invisibilité. On a vu que, finalement, la cape d'invisibilité, ça existe, mais dans le domaine des micro-ondes, donc c'est en recherche dans le domaine du visible. Et on a vu aussi également, donc traverser les murs, ça existe, mais en fait, il faudrait que, Harry Potter soit un électron finalement pour que ça marche. Voilà, donc voilà, Harry Potter, c'est bien de la magie, hein, quand même, mais les phénomènes sont pas spécialement, on peut voir, on va dire, si on imagine Harry Potter, par exemple, dans le monde quantique, pourquoi pas finalement, ça paraîtrait presque possible. Ah, alors, je remercie, toute l'équipe, du Max de Culture, là, je ne veux pas citer les gens, un par un, mais on va dire, je vous remercie tous individuellement, globalement. Ou vous qui êtes là, voilà, toutes les personnes, qui m'ont aidée aussi. Enfin voilà, un gros merci à tout le monde, gros merci pour l'organisation et cetera. Et je crois j'ai vu qu'il y avait des questions, donc je vais répondre aux questions, et si vous en avez, n'hésitez pas.